Michel, bonjour à tous. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous ce soir et merci Éric Solier, Michel, d'avoir organisé cette rencontre. C'est la première, ce premier événement de lancement du livre et je suis vraiment très, très heureux de le faire avec mon partner in crime. Je ne le dis pas bien en anglais, mais Éric Solier depuis 22 ans pour ceux qui sont connectés un petit peu tardivement. Voilà. Euh, je travaille depuis plus de 20 ans maintenant, ça se compte au nombre de cheveux qui me restent sur la tête, sur l'intelligence collective, mettre en synergie les intelligences, les savoirs, co-construire, et au service de la prise de décision en situation complexe. Il y a des tas de situations où on sait avec certitude ce qu'il faut faire, avec du temps, d'expertise, d'autres où on est dans l'incertitude, le volatile, l'incertain, le complexe, l'ambigu. Et l'intelligence collective est une magnifique boîte à outils pour gérer les risques décisionnels. J'ai appelé ça l'excellence décisionnelle parce que les entreprises sont très gourmandes d'excellence opérationnelle. Mais quand on tapait excellence décisionnelle, il y avait 54 pages et 12 millions de pages sur l'excellence opérationnelle. Je me disais que, OK, l'instinct, le diplôme, l'ancienneté, c'était pas mal pour décider, mais un petit peu d'intelligence collective, ça pouvait être un peu mieux. Et aujourd'hui, depuis le mois de juillet, j'ai fini comme dans une sorte de révélation de me dire que j'étais pas un consultant en management, j'étais pas un formateur ou un expert en intelligence collective, mais je me suis découvert, on n'en finit pas de se découvrir et d'aller dans la connaissance de soi comme un architecte des décisions complexes. Voilà. Dans l'architecture, hein, on fait les fondations, on monte les murs et après on met le toit. Et ce qu'on constate malheureusement, c'est que des fois, on met le mur directement dans l'herbe, voire on pose le toit dans l'herbe et on dit, ça y est, j'ai fait la baraque. Donc voilà, donc aujourd'hui, je suis à la fois un architecte des décisions complexes et un formateur et je professionnalise des dirigeants pour les mettre en pleine autonomie. J'ai une boîte à outils de 15 outils, 17 compétences uniquement centré sur les enjeux collectifs, la gestion des risques, quand tout le monde sait quelque chose, mais personne ne sait avec certitude. Voilà mon petit mot pour me présenter. Alors, ça m'amène peut-être à cette première question qui t'est encore adressée. Pourquoi tu as voulu écrire ce livre qui part de l'intelligence collective, mais qui cherche à sauver la planète? Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a amené à aller vers cette route-là? Oui, et puis surtout un titre tout à fait modeste, avec une Ouais. petite ambition. Allez, Sauver la planète, quand même. Faut avoir du courage pour mettre ça dans le titre oui, d'un bouquin, hein. du culot. Puis il faut assurer derrière après, hein. C'est Les clair. gens, ils vont acheter le livre et si on ne sauve pas la planète avec ça, c'est de l'arnaque, c'est du marketing frauduleux. Alors, je vais essayer de faire des réponses vraiment courtes, mais celle-là, je vais être obligé d'expliquer un petit peu parce que, euh, voilà, moi, je tenais pas spécialement. Alors, comme tout le monde et comme chacun des courageux, là, qui à 18h45, ouais, est en train de regarder Netflix ou de Je suis en train s'amuser avec des d'écouter, amis. c'est pas. Ah, Vincent, tu as activé ton micro. Mm. Je sais pas si... Voilà. Merci Vincent. Euh, Voilà, on a ici ce soir des gens qui sont conscients, et voilà, on est tous à égalité. On regarde ce qui nous entoure, on voit les solutions qui sont poussées à gauche, à droite, etc. Et moi, étant franco-canadien, depuis 2006, Radio-Canada nous balance des documentaires, permafrost, montée des eaux, perte de diversité, biodiversité, etc. Au passage, d'ailleurs, les 10 années suivantes, 2006, j'arrivais en France, je me disais, ah, je suis sur une autre terre, là, tout va bien, il n'y a pas de réchauffement climatique. C'était comme, il y avait comme deux mondes, là. Voilà. Alors, moi, je regarde, qu'est-ce que je vois? Les COP. Je vois les COP et je me dis magnifique, hein, super. On voit bien qu'on progresse d'une manière exponentielle. Chaque COP, ils sont vraiment l'ONU, là, on est sauvé. Ensuite, je regarde l'Union européenne, Green Deal, 2019, je crois, et puis 4 ans pour nous sortir le grand truc de la voiture
électrique 2035, interdiction de produire des voitures thermiques à partir de 2035. Et puis, juste dans les 12 mois qui suivent ça, ça y est, l'Allemagne, ah ben non, la Pologne, puis ah non, l'Italie, ça y est, ça commence déjà à être détricoté. Et puis Volkswagen qui vient de dire, ah ben on ferme 4 usines, et bien donc, voilà, tout le monde dit, en gros, c'est foutu, quoi. La voiture 2035, c'est même pas la peine d'y penser. Rest in peace, là, le Green Deal d'Union. Voilà. Alors, je me dis, bon, ok, Union européenne, bon. Puis après, je me dis, bon, bah, reste le niveau national. Niveau national, ah bah tiens, fiscalité carbone, taxe carbone, tiens, on va augmenter de 4 centimes le prix de l'essence, 7 centimes le prix du diesel. Oh, les gilets jaunes. La révolte. Ok, bon, je regarde ça, je me dis l'ONU, je me dis l'Union européenne, je me dis le niveau national. Et je vois que ça ne marche pas de mes yeux. Enfin, peut-être que là, ici, tout à l'heure, pour activer votre micro pour dire, mais non, pas du tout, tout va bien, etc. Mais moi, je trouve que ça va pas du tout. Voilà. Alors, je me suis dit, mais si ça ne marche pas, parce que c'est un problème global, le réchauffement climatique, problème global, solution globale. Globale, donc ONU, Union européenne ou l'État. Ça marche pas. Ça ne fonctionne pas. Attends, j'ai oublié la Convention citoyenne du climat, là, qui était un magnifique succès. Hein, c'est pas comme si tout avait été vidé de sa substance, balancé, détricoté, etc. Magnifique. Donc, je me suis dit, mais en fait, il faut agir au niveau local. Et j'ai ma petite phrase, d'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans le livre, mais vous savez, vous vous souvenez de le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Alors moi, j'en ai sorti une là, ça m'est venu hier en fait, hein. La transition écologique sera locale ou elle ne sera pas. Voilà. Alors la raison de ça, ça s'appelle les consensus. C'est quand tu dois chercher un consensus avec 195 pays, un consensus entre l'Afrique et l'Asie, bon, ben, bon courage. Dans l'Union européenne, un consensus entre l'Espagne et l'Allemagne, bon courage. Et un consensus entre Brest, Strasbourg, Lille et Marseille, bon courage. Voilà. Alors qu'un consensus dans une ville avec des gens qui vivent au même endroit, à mon avis, c'est un tout petit peu plus possible de l'obtenir. Donc ça, c'est la première chose qui m'a amené à bousiller mon été et les 9 derniers mois, à me torturer l'esprit, de me dire, bon, bah là, il faut y aller, c'est la transition écologique sera locale ou elle ne sera pas. Et au détour des entre 30 et 2 heures de vidéos sur YouTube, il y a une chaîne qui s'appelle Éthique et Tac, d'ailleurs, que je vous recommande, puis tous les trucs de Blast et compagnie, Jean Covici. À un moment donné, un jour, dans une vidéo, quelqu'un parle de Villefranche. Villefranche, c'est pas mal ce truc-là. Villefranche, Moyen-Âge, Villefranche, ville en autogestion, autonome du pouvoir royal. Et qu'est-ce qu'on constate? Qu'au moment du Moyen-Âge, ces villes en autogestion ont été celles qui étaient les plus prospères. Donc je me suis dit, il ne faut pas juste agir au niveau local, il faut agir au niveau local en donnant une forte autonomie aux villes pour développer l'innovation, leur capacité d'innover, test and learn, essai-erreur, etc. Voilà. La deuxième partie donc je me suis dit, bon, là, il y a un deuxième truc qui ne va pas. On connaît le rapport Meadows depuis 50 ans. Tout était écrit dedans. Et d'ailleurs, tout se réalise. C'est magnifique. Le rapport Meadows, toutes les courbes, tout ce qui était dedans, tout se réalise. Et on a, depuis 50 ans, on sait ce qui va arriver. On a des processus décisionnels. Alors, bon, les rapports d'experts, thèse, antithèse, synthèse, les sondages d'opinion, les consultations, éventuellement la Convention citoyenne du climat, etc. On a des processus décisionnels sur des sujets ultra complexes qui sont mis en œuvre depuis 50 ans. Et le produit de sortie de ça, le livrable de ça, c'est là où on est aujourd'hui. Alors, si vous, ici présent ce soir, vous êtes tout à fait content et que vous pensez qu'on est sur la bonne dynamique, ben merveilleux, hein. Albert Einstein a dit la folie, c'est de faire toujours la même chose et d'attendre un résultat différent. Ben, je suis désolé, moi, si on continue les processus décisionnels des 50 dernières années, dans les 50 prochaines années,
Ben moi, là, je suis en panique, là. Je suis en panique parce que je ne vois pas comment on peut avoir des décisions qui soient à la hauteur des enjeux, qui s'aggravent chaque année qui passe, quand je vois la façon dont on a décidé les 50 dernières années. Et donc, et j'en termine par là, Michel, de cette première langue, mais après, je promets, je serai beaucoup plus court. C'était important d'expliquer, très, très Oui, important d'expliquer pourquoi je me suis arraché les derniers cheveux qui me restaient sur ce sujet et je me suis mis en danger parce que je suis sorti de ma zone de confort quand même. C'est que je travaille depuis 20 ans à accompagner des entreprises et à leur dire comment améliorer leur stratégie, leur développement de performance, leur efficacité collective, comment produire plus, être plus extractiviste, plus productiviste, plus dans la croissance. Et tout ça, ça marche super bien, hein. Ben, merci à moi. Mais je préférais finalement que mes outils, mes 15 outils et mes 17 compétences soient utilisés par des dirigeants, des maires, des élus, des dirigeants politiques pour nous sauver, voilà, pour gérer les risques décisionnels. Et j'en termine par là. Ce que je propose dans le livre, donc, c'est la transition écologique sera locale ou ne sera pas. Et au niveau local, la transition ne se fera pas par une dictature écologique, par l'État qui dira au local, voilà ce que tu dois faire pour t'en sortir, mais par la co-construction, par l'intelligence collective, par l'hybridation des idées. Euh, et je vais faire juste un petit peu de spoil par rapport à la question que me posera tout à l'heure Eric, mais euh, euh, un futur désirable, puisque c'est le sous-titre du livre, hein, l'intelligence collective pour sauver la planète manifeste pour un futur désirable, mais un futur désirable localement avec les gens qui sont mes voisins, avec qui je vis. C'est un futur qui a été co-construit avec mes voisins et dans lequel on a hybridé les idées de toutes les personnes avec qui je vis pour trouver un point d'équilibre entre toutes les contraintes exprimées par toutes les parties prenantes. Et voilà, j'en termine là-dessus. alors Olivier, ça m'amène à la première question, à une nouvelle question, c'est-à-dire que je comprends que tu dis finalement le global ne fonctionne pas, c'est trop large, c'est trop complexe, c'est trop. Finalement, agissons au niveau local. Pourtant, au niveau local, on a un certain nombre de parties prenantes, on a des acteurs multiformes, on a des acteurs qui n'ont pas les mêmes intérêts. On reproduit au niveau local la société, on a les entreprises, on a les militants, on a les politiques. Chacun a son propre objectif. Parfois un objectif qui est peut-être lié à du court-termisme, alors qu'on est en train de parler de quelque chose qui est à la fois court terme et long terme. Donc, il peut créer un dissensus entre ces acteurs. Comment faire pour que ces parties prenantes, finalement, s'inscrivent dans une vraie démarche prospective, collaborative? Quelles sont les clés sur lesquelles toi, tu as travaillé et tu nous recommandes d'aller? Alors, Michel, là, c'est vrai que tu as raison, hein, on sent le champ de mine. Oui, Et on se dit, Ouah, attends, il y a les entreprises, hein, il y a ouais. l'économique, il y a le social, il y a les élus, il y a les différents courants idéologiques qui traversent un territoire. Et moi, je suis zen. Je suis dans une zénitude absolue parce que justement, la boîte à outils que j'ai conçue, elle est faite pour amener des personnes. On parle par exemple d'un comité de direction. Le comité de direction, tu as le directeur marketing, financier, RH, juridique, production, technologique, etc. Et alors, ils veulent tous tirer la couverture à eux. Ils veulent tous que la solution soit la leur, parce que dans le complexe, hein, on va considérer que tout le monde fait la différence entre simple, mais je le dis très très rapidement, le simple, c'est courir le plus vite possible. Le compliqué, c'est du temps et de l'expertise, c'est du consensus sur comment on va, est-ce qu'on va entrer en avion. Et le complexe, c'est l'incertitude, l'imprévisibilité, ce qu'on appelle les enjeux collectifs dans lesquels on doit mettre en synergie différentes parties prenantes sur la stratégie, sur etc. Voilà. Donc une stratégie, ça doit forcément être un point d'équilibre entre toutes les contraintes de tous les départements de l'organisation. Donc pour arriver à ça, bah, il y a une boîte à outils dans lequel le chef va parler en dernier, dans lequel on va distribuer la parole,
dans lequel on ne va pas critiquer, on va maintenir la sécurité psychologique, on va utiliser les techniques de feed-forward, on va utiliser les techniques de codev stratégique ou de codev opérationnel, dans lequel on va se poser les questions avant de chercher des solutions. On va faire des analyses holistiques. On ne va pas mélanger je suis une femme de terrain ou je suis un homme de terrain avec je vis le terrain. Les dirigeants voient le terrain, les dirigeants sont sur le terrain, mais ils ne vivent pas le terrain. Et donc la co-construction ne doit pas se faire comme ça se fait avec, même avec le conseil municipal ou avec le conseil des ministres ou je ne sais pas quoi. On co-construit une décision avec ceux qui vont l'exécuter ou qui seront impactés pour déterminer qui vit le terrain. Il faut faire une analyse holistique. Holistique, ça veut dire une cotation du niveau d'impact de chacune des parties prenantes. Dans les entreprises, on a 24 dimensions, 24 typologies de parties prenantes. On fait une cotation, on identifie. Après, on met ces gens autour de la table. Ils ne parlent pas le même langage, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Effectivement, ils vont tous tirer la couverture. Et ce qu'on va faire, c'est plutôt que de juxtaposer des idées, on va essayer de les hybrider. Pour les hybrider, on a besoin de recourir à une méthode très innovante qu'aucun d'entre vous ne connaît. Vous allez voir, vous êtes éblouis là. Vous êtes prêts? Alors, la technique d'hybridation la plus puissante que vous ne connaissez pas, ça s'appelle le tour de table à l'oral. Bon, je sais, ça existe depuis 200 000 ans. Mais, alors, si vous la connaissez, combien la pratique? Mais la technique du tour de table à l'oral, c'est le cœur du réacteur de l'intelligence collective. S'écouter réellement. Parce que quand tu fais du ping-pong verbal, est-ce que les gens t'écoutent vraiment quand tu es en train de parler? Ou est-ce qu'ils sont en train de préparer le missile qu'ils vont te balancer dans la tête pour t'expliquer que tu n'as rien compris? Donc finalement, oui, il y aura ces mêmes tensions que moi je vis quand je me retrouve dans des équipes projets ou des équipes de direction et qu'on doit prendre des décisions où les gens ont des biais cognitifs, biais d'intérêt, biais d'aversion par la perte, biais d'aversion pour le risque, biais de confirmation, biais de pensée de groupe, etc. Il y en a 188 comme ça. Et donc, il faut une méthodologie et une structuration de la prise de parole. L'intelligence collective, ça commence par qui est autour de la table. Et si ce sont ceux qui ont le pouvoir, le statut, le diplôme, l'ancienneté, ah ben je suis élu, ah ben je suis machin, ah ben je suis président de machin. Donc, non, non. Est-ce que tu vis le terrain? Oui? Ah, alors à ce moment-là, tu peux être là. Voilà. Donc, Michel, je ne rentre pas plus dans le détail, peut-être après si certains veulent poser des questions, mais moi, je ne suis pas inquiet parce que je suis arrivé dans des séminaires de direction où je les entendais se hurler dessus. Voilà, ils se hurlaient dessus. Et quand leur proposes des méthodologies, donc par exemple une qui s'appelle le feed forward, dans laquelle il est interdit de critiquer l'idée de quelqu'un, ah bah, ça, voilà, pour maintenir la sécurité psychologique, éviter l'autocensure, le politiquement correct, etc., ça change complètement la dynamique d'équipe Eric, et de travail. J'ai une petite question, Olivier. Quand tu parles des Villefranches, j'aime beaucoup le concept hein, de Villefranche. Est-ce que, en plus, j'habite à Villefranche, hein, bon, voilà, donc ça, Il y a un biais d'intérêt là. une, une petite private joke. Euh, Est-ce que une solution serait pas une solution globale, c'est-à-dire avoir effectivement les territoires locaux, hein, comme tu le préconises, mais en même temps les relier entre eux. Je parle d'autant plus de ça que nous, à la Fabrique du Futur, on travaille sur l'idée d'un méta-living lab, c'est-à-dire de living lab distribués, qui seraient reliés entre eux, peut-être par une infrastructure blockchain, enfin bon, peu importe, ou en tout cas par des outils, des plateformes, de façon à pouvoir s'attaquer à des problèmes globaux. Parce que quand on parle de climat, c'est pas, à mon avis, hein, c'est pas uniquement localement qu'on va traiter le problème. Mais si on arrive à, disons, unifier, à coordonner, à faire dialoguer des territoires locaux ou des villes franches, est-ce que ça serait pas une piste de solution pour l'avenir?
Alors, on va faire que le global ne soit pas bancal, mais effectivement, il n'en reste pas moins de ce que je disais tout à l'heure, c'est que d'un point de vue purement rationnel, un problème global doit se traiter globalement. Et d'ailleurs, c'est comme ça, sur ce point de vue logique, que tout a été lancé globalement, les COP, les accords de Kyoto, les accords de Paris, machin, etc. Donc, moi, au début, comme tout le monde, je me dis, c'est vrai, problème local, problème global, action globale. Bon, ça marche pas. Mais en même temps, tu as raison. Une ville, qu'est-ce qu'une ville? Une ville, ça n'a pas beaucoup de moyens, ça n'a pas beaucoup de ressources intellectuelles, ça n'a pas beaucoup de ressources financières. Et donc, si on lui dit, bah, tiens, démerde-toi, hein, parce qu'il y a un mec, là, il a fait un bouquin, il a dit Villefranche, là, allez hop, go! Donc, non, en fait, évidemment que la ville peut pas être euh, larguée comme ça dans la nature en disant démerde-toi. Euh, pour moi, je vois la ville franche comme un lab, comme un laboratoire d'innovation publique, comme un endroit où, voilà, et l'État qui aujourd'hui est l'État-providence, le sauveur, hein, qui va te dire, bon, écoute, on va augmenter le carburant de 7 centimes. Ah mince, tous les ronds-points, les gilets jaunes, etc. Donc, en fait, l'État doit venir en support, et moi, je parle de relation client-fournisseur. Hein. Aujourd'hui, la ville est un petit peu comme l'oisillon dans le nid qui ouvre la bouche en disant donne-moi de l'argent et puis viens pour construire la digue là, parce que nous, on est en train de partir dans la flotte. Nos 'innovent et que l'État se dit waouh, on n'aurait jamais pensé à ça parce que justement, des voisins, des gens qui vivent dans le même lieu ont pris des décisions sur tout un tas de dimensions parce que la transition écologique, évidemment, va toucher l'agriculture, l'économique, le transport, l'urbanisme, etc. Mais rien n'empêche l'État de dire, avant même, peut-être même en se disant c'est trop génial ce truc, de dire, ben, eux, ils sont francs, Villefranche, donc ils sont en autogestion, ils sont autonomes, mais rien n'empêche l'État de dire, ce truc qui a été fait depuis 3 4 5 6 mois ou 3 semaines dans la ville où tu habites, où tu habites, Eric? C'est quoi le nom de ta ville? Alors, j'habite au Guilvinec. Quand je parlais de Villefranche, c'est mon origine familiale, mais Voilà. j'habite en Bretagne. Donc, voilà. Voilà, donc on peut dire, bah, la ville dans laquelle tu habites, Eric, et ben tout le monde là, et là on le fait vraiment en descendant législatif, machin, ça s'applique à tout le monde, toutes les villes. Voilà, donc c'est pas l'idée. L'idée de la ville franche, c'est de créer un espace de co-construction dans lequel on n'est pas écrasé par les procédures administratives, les règles, les lois, les machins, les trucs qui étouffent complètement avec toutes ces administrations qui viennent mettre leur nom, les permis de machin, les permis de trucs, les permis de bidule, à la fin, tu fais plus rien tellement tu es écrasé, de recréer un espace dans lequel de légèreté, d'innovation, d'initiative, voilà. Mais évidemment, avec l'État qui regarde ça à la jumelle et qui essaye de translater ce qui fonctionne, parce que des choses ne fonctionneront pas, voilà, ou des choses ne sont pas transposables. Quand le train est arrivé, le train c'est une innovation. Bah, il y a des villes qui ont dit on ne veut pas de train. Le train, ça fait du bruit, ça va nous ramener des sauvageons, on veut être tranquille, on veut pas de touristes, etc. Donc, tu auras. Voilà, et puis c'est peut-être pas adapté. Donc, voilà. Donc, la première partie de la réponse, c'est que. Et puis, une ville ne va pas se construire une centrale nucléaire. Donc, il y a aussi des choses sur des programmes énergétiques qui vont pas se faire au niveau d'une ville. Voilà. Mais en tous les cas, sur les modes de vie, hein, parce qu'on parle de ça, on parle de nouveaux modes de vie qui respectent le donut, donc qui soient dans les limites planétaires, mais aussi dans les limites psychologiques et dans la désirabilité et pas seulement dans. Voilà. Et alors,
quant à ton projet de méta, hein, parce que soyons un petit peu intellectuels, là, il est 19h05, là, il faut monter le débat, là. On est trop ras des pâquerettes, là, c'est trop local, cette affaire. Mais le méta, alors moi, je vous invite à aller regarder les Fab City. Fab City, j'ai découvert ça à Montréal, lancé par une ville espagnole, je crois que c'est Barcelone. Les Fab City, c'est un réseau de villes, d'ailleurs, au passage, et leur objectif, c'est qu'en 2035, les villes soient autonomes et elles soient, grâce à la 3D, aux imprimantes 3D, elles soient capables de fabriquer ce qu'elles consomment. Mais le problème, c'est que ces Fab City, il y a tout un réseau, hein, sont un lieu de partage. D'ailleurs, ils innovent et ils partagent entre eux ce qu'ils innovent. Voilà. Le problème, c'est qu'ils se retrouvent, ce n'est pas des villes franches. Donc, ils sont écrasés. Ils sont écrasés par les réglementations nationales, locales, régionales, etc. Et si ces Fab City qui existent déjà devenaient des villes franches et en même temps des Fab City, alors là, je ne vous dis pas. Donc, en gros, ce que je vous raconte, là, je vous dis le local, la transition écologique sera locale ou pas. Il y a tellement d'initiatives, etc., mais qui sont écrasées parce qu'il y a la centralisation, parce qu'il y a cette idée, puisque le problème est global, la solution doit être pondue par des gens à l'ONU, à l'Union européenne ou dans des cabinets ministériels à Paris. Voilà. Et Ça m'amène à deux autres questions, mais je vais poser la première. Je voudrais que tu nous parles un peu plus du futur désirable, parce que quand je vois le territoire et quand je vois le local, c'est quand même des acteurs qui ont du mal à converger. Tu vois, par rapport à une organisation, là pour le coup, je me pose la question qui est le chef? Est-ce que c'est pas une multitude de chefs et donc avec une vraie difficulté à accorder les violons de chefs vont donc avoir du mal à s'écouter. Et tu introduis, je trouve, de manière très intéressante dans ton livre, la question du futur désirable, qui n'est Alors, pas le futur souhaitable. Et je me, je me- j'aimerais t'entendre là-dessus. je me permets de compléter, enfin tu l'as fait Michel, de compléter la question effectivement en faisant, si je pouvais nous éclairer sur le distinguo que tu fais entre futur souhaitable et futur désirable, ça, ça, voilà. ça nous Absolument. intéresse. En tout cas, moi, ça Alors m'intéresse. là, je vais me faire des amis, je vais faire beaucoup d'amis, parce que le futur souhaitable, c'est le futur de la sobriété, c'est le futur de la décroissance, c'est le futur de la privation, c'est le futur du moins. Moins d'avions, moins de voitures, moins de smartphones, moins de viande, moins. Donc ça, c'est souhaitable pour le bien commun. Et sincèrement, bah, c'est la sobriété. D'ailleurs, rebaptisée sobriété heureuse. Parce que visiblement, sobriété, ça marchait pas trop. Donc, mais sobriété heureuse, ça doit être, c'est plus sexy, ça. Voilà. Et moi, sincèrement, franchement, moi, j'ai aucun problème avec ça. Je suis quelqu'un pas en train de me vanter là, mais pour changer ma voiture, moi, quand je change ma voiture, c'est quand je mets un gros coup de frein et que je vois le moteur qui roule devant moi. Ah, je me dis là, il faut que je change ma voiture. Voilà. Donc, moi je suis déjà dans la sobriété. Moi, j'ai aucun problème avec la sobriété, j'ai aucun problème avec moins, mais c'est pas ça le monde réel. Le monde réel, c'est les biais cognitifs, biais d'aversion pour la perte. Alors déjà, juste ça. On n'a juste qu'à dire biais d'aversion pour la perte. À l'instant où vous dites sobriété, décroissance, vous êtes en train de dire aux gens qu'ils vont perdre quelque chose. Perdre le droit de voyager, perdre le droit de prendre la voiture, perdre le droit de manger de la viande, perdre le droit de je ne sais pas quoi, perdre. Ça y est. Là, alors les biais sont inconscients, on n'a aucune conscience de nos biais. Biais d'aversion pour la perte, là, on a. Voilà. Bon, après, vous rajoutez dessus biais pour le présent, mais de toute façon, jusque-là, tout va bien. Tant qu'on n'a pas les pieds dans l'eau. Bon, à Valence, biais pour le présent commence à être vraiment présent. Mais en tous les cas, je dis que d'un point de vue neuroscientifique, je doute fortement. Ah bon, on l'a vu aussi, hein. Regardez, les gilets jaunes. Qu'est-ce que c'est les gilets jaunes?
4 centimes sur l'essence, 7 centimes sur le diesel. Ah, biais d'aversion pour la perte, écoutez, je vais dépenser plus d'argent pour mettre mon carburant. Tout ça pourquoi? Pour sauver la planète. Quand? Ah, on ne sait pas. Qui? Ah, peut-être moi ou peut-être des gens qui ne sont pas encore nés. Ou, je ne sais pas. Alors, gilet jaune, hein, voilà, révolte. Regardez Trump. Trump arrive. Ah ben, on se retire des accords de Paris. Bon, Biden arrive, on se remet dans les accords de Paris, on va voir ce qui va se passer, on va se retirer des accords de Paris. Ah, voiture électrique, ah bah l'Allemagne, bah non, en fait non, peut-être plus, non, parce que nous, on va fermer 4 usines. Donc, tous ces trucs de souhaitable, de sobriété, de décroissance, etc. Dans l'absolu, moi, sincèrement, je m'en fous complètement parce que moi, ça ne va pas me toucher. Moi, je suis déjà là-dedans. Encore une fois, je regarde le monde. Et le monde ne fonctionne pas comme ça. Et en plus de ça, quand vous prenez des populistes, des extrémistes de gauche, de droite, etc., qui sont prêts à raconter n'importe quoi pour dire bah, Trump, hein, non, mais alors l'écologie punitive, voilà, c'est ça que ça donne. Le futur souhaitable, c'est l'écologie punitive. Votez pour nous, vous allez voir, on va vous détruire là, tout ce que ces écolos fascistes ou je ne sais pas quoi vous ont mis en place. Donc très facile avec la démocratie, hein, les élections tournent et on rase tout ce qui a été fait par ceux qui faisaient. Bon. Alors moi, je propose le désirable. Et le désirable, eh bien, je suis incapable de vous dire ce que c'est un futur désirable. Voilà. Je sais vous dire ce qu'est un futur souhaitable, parce que c'est les privations, c'est moins, etc. Mais un futur souhaitable, je ne sais pas vous le dire. Par contre, je sais qu'on peut le faire émerger par une co-construction avec l'ensemble des parties prenantes d'un territoire pour trouver un point d'équilibre entre toutes les contraintes exprimées par toutes les parties prenantes et faire en sorte que, malgré tout, ayant euh, une intention, une raison d'être qui est de garder une habitabilité de notre ville et de notre territoire. On ne va pas pouvoir rester comme ça. Je pense que là, maintenant, au niveau mondial, tout le monde a compris que ça ne va pas pouvoir rester comme ça. Mais si on propose quelque chose de co-construit, oui, on n'aura pas tout ce qu'on veut, mais on aura quelque chose de beaucoup plus acceptable qu'une législation qui tombe de Paris, qui tombe de l'ONU, des accords de Paris ou de l'Union européenne. Quelque chose de, ça sera moins ambitieux. Vous voyez, un peu comme le produit de sortie de la Convention citoyenne du climat, euh, c'était quelque part, si on avait peut-être été 5 fois moins ambitieux, on aurait peut-être eu 5 fois plus de trucs, mais euh, voilà, c'est des choses un petit peu moins ambitieuses, mais qui seront désirables parce qu'elles auront été négociées. Et je termine, parce que j'étais un petit peu long, mais je termine avec quelque chose pour réenclencher cette notion de qu'est-ce qui est désirable. Je vais me référer à une loi qui est enseignée dans toutes les écoles de journalisme, qui s'appelle la loi de proximité. Et vous avez peut-être entendu parler de ça, ça s'appelle la mort kilométrique. Quand vous êtes journaliste et que vous avez une nouvelle, eh bien, il vaut mieux annoncer un mort à 1 kilomètre que 10 000 morts à 10 000 kilomètres. Parce qu'en gros, 10 000 morts à 10 000 kilomètres, personne n'en a rien à foutre. Par contre, un mort dans ma ville, à 1 kilomètre de chez moi, ça m'intéresse. Donc, je pense que cette loi de proximité, hein, qui d'ailleurs se fait par la proximité géographique, culturelle, sociologique, etc., on peut arriver à créer de la désirabilité avec les gens qui sont proches de moi. Alors ça m'amène à une autre question. J'ai envie de me pencher vers les décideurs. Imaginons, donc on est dans des territoires avec des élus, avec des dirigeants, avec des dirigeants d'entreprise, des dirigeants associatifs. Imaginons qu'ils soient là devant toi, ils t'écoutent. Ils ont été plutôt formés à être très déterminés, à être très en contrôle de ce qu'ils ont à faire. Et en même temps, déjà, la ville franche peut leur faire peur, parce que c'est une échappée de contrôle. On est peut-être sur une durée
et une incertitude beaucoup plus importante que celle auxquelles ils sont autorisés, et en même temps leur promettent un futur désirable dans lequel on ne sait pas définir ce qu'est le futur désirable, c'est faire le pari de quelque chose qui est totalement incertain du point de vue de là où ils sont et de ce pourquoi finalement ils existent dans les 5 ans ou les 10 ans dans lesquels ils ont un mandat. Comment faire? Quel est finalement, comment on imagine ces dirigeants pouvoir être acteurs et vecteurs d'une démarche comme celle-ci? Quel est le rôle qu'ils doivent avoir? Est-ce que ça change la manière de faire? Est-ce que ça change la manière d'être de ces gens? Et finalement, quels sont les conseils qu'on peut leur donner par rapport à cette somme d'enjeux qu'on peut imaginer pour eux? Alors, on est clairement dans de l'innovation et j'imagine ceux qui sont ici présents connaissent Everett Rogers avec la courbe d'adoption de l'innovation, les early adopters, les suiveurs précoces, les suiveurs tardifs et les réfractaires. Donc, il est évident que si on prend la France, mais on a aussi des Québécois aujourd'hui, avec notre ami François au moins, c'est le seul que j'ai repéré pour l'instant. Il nous fait, allez, François, voilà, il nous a fait le petit... Magnifique. Mhm. Mais on a forcément, alors qu'on soit au Québec, qu'on soit en France, on a forcément, tout comme on a des villes qui ont dit jamais le train chez nous, jamais. Donc, on a forcément, reprenez les États-Unis, vous avez New York, San Francisco, Boston, puis vous avez le Middle West. Donc, il y a dans les territoires, à Barcelone, par exemple, en Espagne, qui est peut-être pas pareil que Bilbao ou je ne sais pas quoi. Donc, moi, je crois foncièrement que il y a des villes qui n'ont pas du tout envie d'être des villes franches, mais pas du tout. Il y en a d'autres qui en ont très envie, qui n'attendent que ça. Il y en a qui vont peut-être suivre après. Donc moi, je pense à peut-être, bah, en général, hein, les early adopters, c'est 5-15%, peut-être moins là, dans ce cadre-là, c'est d'essayer de trouver 5-15% de villes. En même temps, dans le livre, je dis qu'une ville, souvent, c'est un écosystème, donc c'est un bassin de vie, c'est des communautés de communes, ou c'est parce que voilà, on ne peut pas faire la transition écologique juste avec le quartier. Par exemple, à Paris, on ne peut pas faire ça juste le sixième. C'est l'Île-de-France. Donc, voilà. Donc, euh, il y aura forcément. Alors, évidemment, le point bloquant, c'est qu'à un moment donné, il faudrait que président de la République ou un Premier ministre hein, du Québec ou le Premier ministre du Canada ou je ne sais pas quoi, bah, disent voilà, on donne la permission, on donne la possibilité de le faire. Mais à partir du moment où on donne la possibilité, moi je suis sûr qu'il n'y a pas 36 000 communes qui vont vous dire je veux être une ville franche. Il y en a un certain nombre. Voilà. Ces villes franches, après, il faut qu'il y ait un accord de la population. Évidemment, il y a le maire ou quelques dirigeants politiques qui vont dire, bah, nous, on n'est pas peut-être à Grenoble, je pensais à Grenoble, on parle souvent de Grenoble, on va peut-être dire, voilà, mais il faut en même temps que les citoyens du territoire. Alors, au passage, je cite trois ou quatre expérimentations, le Clunisois, le Briançonnais, il y a quelques territoires là, qui sont cités dans mon livre, mais en particulier le Clunisois, qui ont fait des trucs absolument extraordinaires. Donc, il y a déjà, en fait, des territoires, là, c'est pour ça qu'en fait, il y a juste besoin comme on dit en coaching, de donner la permission. Voilà. Mais, voilà. Donc, on parle de, peut-être, on va dire, au démarrage, 10-15 villes ou communautés de communes ou bassins de vie, avec les élus locaux, les dirigeants locaux, mais soutenus par la population qu'on va embringuer dans des laboratoires, comme les Fab City, dans des laboratoires un peu sur l'idée du laboratoire d'innovation publique. La ville va devenir un laboratoire d'innovation publique. Dit n'importe quoi. Là, je vais me faire des amis encore, mais il pourrait décider que, par exemple, sur notre territoire, un peu comme, je sais pas, dans la religion catholique, on dit pas de viande le vendredi, on pourrait dire, bah, la viande, c'est uniquement le mardi et le jeudi, ou c'est un jour sur deux, ou bah, les transports en commun, machin, les 4x4, non. Bah, mettre des choses, voilà, mais qui seraient désirables parce qu'elles auraient été co-construites. Et je rappelle, c'est pas l'unanimité.
C'est pas le, c'est le point d'équilibre des contraintes exprimées par chacune des parties prenantes. Donc, c'est pas les élus dans leur coin, les citoyens, non, c'est les entreprises avec les élus, les citoyens de toutes les catégories, les commerçants, le commerce de proximité, les industries. C'est tout ça où tout le monde s'écoute. Et je sais que l'intelligence collective ne se vend pas. Et quand je suis en train de raconter ça, on se dit, ouais, mais attends, il rêve. En fait, tout le monde va se tirer dessus et chacun machin. Mais je vous dis, mes 20 dernières années, j'ai vu des gens s'entretuer et au bout de 3 heures, avec les bonnes méthodologies, arriver à une intuition collective, pas à un consensus, mais à une intuition collective que ceci est quelque chose qui peut permettre d'être désirable, viable et durable. Voilà. Et donc, ces villes à qui on a lâché la bride, je dirais, si on pense aux États fédéraux, tout à l'heure, je parlais de client-fournisseur. Le client, c'est la ville. Le fournisseur, c'est l'État. De quoi as-tu besoin? De combien de budget tu as? Tu as besoin qu'on t'amène des équipes, etc. Euh, mais je vais un peu plus loin. Parlons d'un État fédéral dans lequel, finalement, pour moi, tout ce qui est non régalien, tout ce qui n'est pas police, militaire, monnaie, même si on peut laisser les monnaies alternatives, qui existent déjà d'ailleurs, qui sont légales. Mais c'est vraiment ça, c'est quelque part, la ville devient comme le Québec au sein du Canada, ce même niveau d'autonomie. Donc une énorme autonomie. Le canton en Suisse, je sais plus comment c'est, je sais plus quel est le canton, mais il y a le canton, je me souviens plus de la Bâle, ville. Bâle. Voilà, Bâle. La ville de Bâle est un canton. Donc cette ville est déjà sur un modèle quelque part de ville franche. Elle a l'autonomie. Je crois aussi qu'il y a 2 villes en Allemagne qui sont des Länder, c'est des villes Länder, sont tellement grosses. La ville de Paris pourrait être une ville franche. Euh, voilà. Donc c'est ça dont on parle, c'est d'avoir une autonomie thématique, une autonomie écologique, mais l'écologie ayant des impacts systémiques, ça veut dire que tu vas agir sur beaucoup de choses. Et tu ne deviens pas un État autonome, tu deviens un Länder, un canton, une province du Québec. Tu deviens un laboratoire d'innovation. Et puis tu as l'État, l'Union européenne, l'ONU, qui regarde ce qui fonctionne. Et après, tu as le proof of concept, c'est-à-dire qu'une fois qu'une ville a dit, bah, regardez, dans leur ville, tous les centres, n'importe quoi, hein, ils mangent plus de viande. Vraiment, je dis n'importe quoi. Attention, je ne veux pas rentrer dans des trucs là où, ah là, touche pas à mon steak, ne touche pas à ma bagnole. Mais admettons qu'il y a une ville dans laquelle ils mangent plus de viande, ils sont tous véganes. Tout le centre-ville est piétonnier. C'est tout des transports en commun, du covoiturage. Les 4x4, interdiction d'entrée. Il y a des taxes, si tu veux rentrer dans le machin, il y a des taxes si tu arrives avec ton bidule. Puis en fait, les gens sont super heureux. Ils ont des imprimantes 3D, on repart sur les Fab City. Ils ont des imprimantes 3D, ils fabriquent. Il y a tout un écosystème, etc. Bah attends, là, tu commences à donner envie à ce qu'on appelle les suiveurs précoces, la early majority. Les gens ont l'air plus heureux. Ah ben dis donc, Mhm. t'as plus 1h30 de transport là écrasé. Regarde l'entreprise, l'industrie, là, je sais pas quoi, la fabrique ou le truc qui fait des pneus ou je ne sais pas quoi. Ben, dans leur justement Fab City, Villefranche, machin, on a créé des logements à proximité du truc, ce qui fait que les employés, en gros, tu rentres dans l'entreprise, tu as le boulot et le logement, Est-ce que tu plus pourrais, des Olivier, navettes automatiques. Oui. est-ce que tu pourrais nous parler de ton concept de double? Et je trouve ça Oui, très, très intéressant. Nous, on parle aussi de jumeaux numériques. Enfin bon, on a aussi des travaux là-dessus. Bon, est-ce que tu peux développer ce point-là, s'il te plaît? oui. Alors, moi, ce que je dis, et ça, c'est mon expérience de l'intelligence collective, il y a 20 ans, quand tout le monde me disait, mais oui, Olivier, l'intelligence collective, tout le monde doit faire ça, etc. Moi, je me dis, bah, donc, puisqu'ils disent qu'ils vont le faire, ils vont le faire. Voilà, je vais laisser une minute de silence à la mémoire de tous ceux qui ont dit qu'ils le feraient.
et qui ne l'ont pas fait. Euh, et donc là, c'est complètement rêvé de croire que parce qu'on a pris conscience de quelque chose, on va passer à l'action. Donc, moi, je dis, il faut créer des mondes parallèles. Et justement, le fait de créer des villes franches, c'est créer un monde parallèle dans lequel, sur un territoire, on va dire, de 100 km², ben, tu as des mondes parallèles. Tu as le monde des villes franches, puis tu as le monde des villes normales. Et d'ailleurs, au passage, si ça marche dans Villefranche, vont se prendre des législations et des trucs, ils vont se prendre des missiles qui vont leur dire, bah, regardez, ça marche là, donc vous aussi maintenant, mais d'une manière très directive. Voilà. Ça, c'est sûr. Donc moi, j'utilise deux termes. J'utilise le terme de monde parallèle pour tout ce qui est, on va dire, territorial, politique, etc. Et pour les organisations, je parle de double. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour un trouble dissociatif de l'identité? Et Olivier, moi, Attention, hein. moi j'ai l'impression que tu as un chapitre déterminant où tu n'as pas parlé, on l'a pas évoqué à ce stade-là, mais qui est assez puissant et qui vient nourrir tout ce que tu viens de présenter. Un chapitre sur la peur. Il m'a semblé que en t'écoutant et en lisant peut-être avant les autres le livre, il m'a semblé que c'était un élément extraordinairement important d'amener notamment les décideurs à se confronter aux obstacles qu'ils créent eux-mêmes, et notamment cette peur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors attends, je voudrais juste finir D'accord, sur, pardon. parce que j'ai quasiment terminé sur le double. Aujourd'hui, je regardais il n'y a pas longtemps Ivan Kovici qui était chez Orange et qui disait, vous savez, le numérique, là, votre bande passante, les serveurs, le CO2, le machin. Et puis, je voyais les gens d'Orange qui disaient, bon, ok, alors en gros, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il faut qu'on arrête de vendre notre bande passante, notre machin et notre truc, quoi. Ok? Ouais. Et puis, c'est pas les compétiteurs, là, les Chinois ou les, les Russes ou les Japonais qui vont nous prendre tous les marchés. Non, non, pas du tout. Voilà. Donc, en fait, pour faire la transition au niveau d'une entreprise, ma recommandation, c'est de créer des doubles. Voilà. Donc, par exemple, si tu dis à une direction de l'innovation, puisqu'on est à la fabrique du futur ce soir, je vous le rappelle, attention, hein, tenez-vous bien, euh, tu dis à une direction d'innovation dont l'objectif est d'innover pour produire, pour faire plus d'extraction, plus de productivité, que les gens achètent plus, qu'ils consomment plus, et que tu dis à ta direction d'innovation, maintenant, il faut faire de l'innovation responsable, hein. Donc, il faut que l'innovation soit dans les limites planétaires. Alors, direction le donut, hein, et puis limite sociale, plancher social, plafond, voilà, plancher social, limite planétaire, limite sociale. Mais ça va pas marcher, ça va jamais marcher. Donc, tu vas être ce qu'on appelle pas time to market, tu vas être super green et tu vas disparaître. Donc, pour moi, la seule façon de progresser sans mourir, c'est de créer un double de la direction d'innovation, de garder ta direction d'innovation productiviste, extractiviste, mais de créer à côté un double de cette direction d'innovation qui doit concevoir les produits et les services. Et c'est là où on n'a pas parlé de ça, mais donc parce que pour moi, la désirabilité, c'est pas la désirabilité dans 6 mois. Il faut se projeter, il faut se visualiser en 2040 avec plus 2, plus 4 degrés. Il faut faire de la science-réalité. Il faut se dire, c'est quoi ma ville, mon entreprise en 2040, compte tenu de toutes les limites planétaires, sociologiques, psychologiques, etc. Et donc, ta direction de l'innovation, ton double de ta direction de l'innovation, elle doit créer les nouveaux produits, les nouveaux services dans le cadre de ces contraintes limitées planétaires. Et je vais faire un parallèle avec la direction marketing. Quand le digital est arrivé, quand le Internet est arrivé, tu avais la direction marketing avec les flyers, les trucs, les mailings, etc. Et puis, il y avait le stagiaire qui était responsable du marketing digital. C'était le stagiaire, mais qui sortait d'école. Voilà. Et aujourd'hui, la direction marketing est une direction marketing digitale et le stagiaire, c'est celui qui s'occupe du papier. Voilà. Donc, à un moment donné, il y a eu un renversement progressivement. Le stagiaire est devenu le directeur marketing
et le directeur marketing est devenu le stagiaire. Donc, à un moment donné, la direction de l'innovation productiviste va devenir l'allume-cigare de l'innovation de l'entreprise. Et ce qui était l'allume-cigare va devenir voilà. Et pareil pour le marketing, pareil pour tout un tas de départements où tu dois commencer à mettre en mouvement ton organisation pour développer des nouveaux produits, des nouveaux services, commencer à te mettre dans quelque chose de viable, durable, désirable pour tes clients, pour tes collaborateurs, pour ton environnement au niveau RSE. Mais si tu le fais trop vite, tu vas mourir. Donc, tu ne peux pas faire ça. Donc, tu dois, entre guillemets, continuer tout en préparant l'avenir avec ton double. Voilà. Est-ce que ça répond, Eric? Après, je vais répondre à Michel. Ça répond bien, oui, ça répond assez bien. Je voudrais citer, alors c'est peut-être un petit peu en décalage, tu vas peut-être trouver ça un petit peu techno-solutionniste, hein, mais Allez, ce que fait Dassault Systèmes avec sa 3D, la réalité virtuelle, les jumeaux numériques, c'est quelque part ça, en transposant ça dans des mondes immersifs, dans des mondes virtuels. Voilà. Et ils ont toute une réflexion sur justement sur l'écologie, sur l'environnement. Voilà. Grâce à ces technologies. tout à fait. Alors, moi, je parle de visualisation mentale, de visualisation, d'imaginer le futur et justement que ces doubles soient là pour se dire, voilà quel sera le monde en 2040, compte tenu de notre activité. Je sais pas, on fait des tomates, on fait, euh, on fait des ordinateurs, on fait de la téléphonie, on fait je ne sais pas quoi, on fait du service aux personnes âgées. En 2040, c'est quoi les besoins de nos clients, de nos collaborateurs, de notre environnement? Ça sera quoi? L'eau, la nourriture, les transports. Donc de se projeter dans ce que j'appelle moi la science-réalité. On n'est pas dans la prospective. On n'essaie pas de se dire, ah bah tiens, ça serait bien si le futur était ça. Non, c'est quoi le futur qui nous attend là, parce qu'on est dans les enjeux climatiques et pas dans l'innovation pure. Mais c'est quoi le futur qui nous attend et d'imaginer. euh, Guillaume, le micro, Guillaume? Ah, c'est peut-être Guillaume, oui. Ouais, Guillaume, c'est si tu Guillaume. peux couper. Il est au Maroc là. On va lui couper le sifflet. Non, je peux pas. Euh, il n'y a que toi, Eric, qui peut couper le sifflet de Guillaume. Oui, il Il n'y a va que se toi. couper lui-même Voilà, merci. euh, au milieu du désert. Au Maroc. Voilà, donc mince, ça m'a fait le truc. Oui, voilà. Donc, alors, attention, moi, je ne suis pas du tout justement dans les jumeaux, parce que le jumeau numérique, etc., moi, je suis dans le double. Je suis dans le double, je suis dans le monde parallèle. Justement, c'est pas créer un double, enfin, c'est pas créer l'identique, c'est l'inverse. Le double de la direction de l'innovation n'est surtout pas le jumeau de la direction de l'innovation actuelle. C'est tout l'inverse de la direction de l'innovation actuelle. Et tout le paradoxe, hein, c'est pour ça que ça s'appelle ça le leadership paradoxal ou le management paradoxal, c'est d'arriver à faire coexister une direction d'innovation qui continue le productivisme et l'extractivisme, quand dans le même temps, dans la même organisation, une autre direction d'innovation est en train de préparer l'avenir. Mais ce que je crois profondément, c'est que travaillant dans la même organisation, celle qui prépare 2040 peut innover des choses qui finalement pourraient être mises en place maintenant et pas en 2040, et celle qui est en train de travailler pour dans 6 mois ou dans un an pourrait quand même innover des choses qui pourraient être utiles à la direction de l'innovation qui nous prépare 2040. Donc je crois vraiment à la capacité d'hybridation, en tous les cas d'inspiration ou d'entraide entre deux directions d'innovation qui ont des finalités complètement différentes. L'une, c'est finalement le statu quo et l'autre, c'est l'adaptation à 2040, de pouvoir s'entraider. On pourrait dire que le double de la direction innovation, c'est la direction de la prospective, d'une certaine façon. D'une certaine manière, oui, 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 tout à fait.
ou puisqu'on aime bien ce mot-là, marketing responsable, innovation responsable. Quand on sera tous responsables, on n'aura plus besoin de sauver la en, planète. en, en gommant le côté marketing. Trop, 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 trop marketing. Ouais, voilà. Est-ce que Michel, tu... pour... Ouais, en 2 minutes, parce qu'on va ouais, passer aux questions du public. ouais. Bon, moi donc j'ai tout un chapitre, hein, enfin c'est un gros chapitre hein, sur 170 pages, il y a 30 pages sur l'amour et la peur. C'est un peu une grande révélation là qui m'est venue au mois de mars-avril par rapport à tout un tas de choses. Mais pourquoi les gens ne font pas ça? Ou pourquoi ils le font alors que ça a l'air complètement absurde? Euh, tout ça m'est venu des guerres, la guerre en Ukraine, les enjeux climatiques, l'extrême droite, l'extrême gauche, les populismes, les extrémismes, la violence. Et à un moment donné, j'ai trouvé une clé de lecture qui est ce que j'appelle des causes racines, la cause racine de l'amour et la cause racine de la peur. Et aujourd'hui, je me sens mieux parce que quand je me dis mais c'est absurde, j'essaie de me dire est-ce que en fait c'est pas absurde, est-ce que la cause racine de ce que je vois qui me fait sauter de ma chaise, c'est l'amour ou c'est la peur? Et une fois que j'ai compris que c'était l'amour ou la peur, je me dis, ah ben voilà, il agit comme ça parce qu'il a peur, il agit comme ça parce qu'il est dans l'amour. Alors on n'est pas dans l'amour sur un site de rencontre, là on est dans les différentes formes de l'amour. Il y a l'amour avec ses enfants, il y a l'amour érotique, mais il y a aussi l'amour altruiste. Et l'amour altruiste, ça s'appelle agapé. Et quelque part, et merci Guillaume, hein, puisque c'est lui qui m'a fait rajouter ça dans le livre. En fait, tous les facilitateurs, les experts de l'intelligence collective, en fait, on travaille sur l'amour altruiste. Euh, toute la facilitation en intelligence collective, c'est de mettre en synergie, de faire que on soit tourné vers l'autre, qu'on s'écoute dans la bienveillance, on ne se critique pas, on est en empathie, on est dans l'unité. Toute la boîte à outils des experts de l'intelligence collective est une boîte à outils dans laquelle on essaye de développer l'amour altruiste dans des organisations où les gens cherchent à s'entretuer pour faire avancer leurs propres intérêts. Voilà. Et donc, quelque part, on arrive à générer cet amour altruiste. On ne le dit pas comme ça, parce que sinon, moi, je suis acteur business, hein. Vous êtes tous tenus par une NDA et vous avez interdiction de répéter ce que je viens de vous dire, hein. Mais en fait, c'est ça qu'on fait. Mais on ne peut pas le dire. Tu dis ça, c'est fini. Moi, je suis au chômage, hein. Merci, hein. Merci à vous. Vous gardez bien ça. D'ailleurs, sinon, je vais vous neuraliser, comme dans Men in Black, pour effacer ce que vous venez d'entendre. Voilà. Donc, quand on voit des gens qui sont prêts à se sacrifier, tous les gens qui sont là à 19h37 dans une réunion où on parle d'intelligence collective, sont dans l'agapé. Vous êtes dans l'amour altruiste, tous là, ici présents, je vous l'annonce officiellement. J'en ai aucun doute, hein. Il y avait 110 inscrits et on peut compter ceux qui sont vraiment dans l'amour altruiste parce qu'ils ne pensent pas qu'à eux et ils se disent, bah, cette réunion, je vais peut-être apprendre des choses qui vont m'aider à aider les autres. Voilà. Euh, et voilà. Donc, alors, si l'amour altruiste ne vient pas spontanément, bien, on a des méthodes, justement, dans l'excellence décisionnelle, dans l'intelligence collective, pour euh, faire que des gens qui manquent d'humilité, qui manquent de bienveillance, qui n'écoutent pas assez, aient des savoir-faire qui les encouragent ou qui les guident vers la voie de l'humilité, de la bienveillance et de l'écoute, même s'ils ne sont pas du tout comme ça d'un point de vue naturel. Alors l'autre truc, c'est la peur. Effectivement, la peur étant une émotion, alors l'amour étant une énergie positive, une énergie tournée vers l'autre, une énergie qui me donne envie d'agir pour les autres, et la peur étant également une énergie négative, où je me replie sur moi, mais malheureusement, la peur est aussi une émotion. Et donc l'émotion n'est pas tellement égale à la raison, et une grande partie de l'explication et donc des causes racines de l'inaction climatique, une des 9 causes, je liste 9 causes de l'inaction climatique, et une de ces causes, c'est la peur.
la peur générant des biais cognitifs, hein, peur d'aversion pour la perte, biais d'aversion pour la perte, biais d'aversion pour le risque, biais de négativité, on va tous mourir, on s'en sortira jamais, etc. Peur du changement, peur d'avoir un train qui passe dans ma ville, peur de devenir une ville franche, peur de ceci, peur de cela. Et si je crée un double de ma direction d'innovation, est-ce que ça va quand même pas cannibaliser ma vraie? Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai un autre chapitre qui s'appelle le leader altruiste et leader archaïque. Le leader altruiste est celui qui porte l'amour altruiste et le leader archaïque est celui qui porte la peur et donc qui, voilà. Et Trump est l'archétype de ce leader archaïque porté par la peur. Tous ces leaders, Poutine est quelqu'un qui est porté par la peur. Tous ces leaders portés par la peur sont sur le repli sur soi. Ils vont nous abroger les accords de Paris. Tous ces populistes, tous ces extrémistes qui nous parlent d'écologie punitive sont en fait sont des gens qui ont peur, qui créent des partis politiques pour rassembler des gens qui ont peur comme eux. Et évidemment, la peur n'est pas la raison, n'est pas la sagesse et va poser des problèmes. Et c'est pour ça que je ne crois pas qu'on puisse, de toute façon, même si on avait, mettons qu'on élise Michel Vibo président de la République aux prochaines élections, en coprésidence avec Éric Sollier, et on nous met deux beaux leaders altruistes dans l'amour altruiste, malheureusement, euh, voilà, ça va pas fonctionner. Ils vont soit faire plein de choses qui vont être abrogées 4 ans ou 5 ans plus tard par un beau Trump qui va venir les remplacer parce que justement, ils auront été tellement dans l'amour altruiste que tout ce qu'ils vont faire vont se faire écraser. Et c'est pour ça que moi, je pense plutôt à la stratégie du thé, voilà, à l'infusion. Et je pense que la Villefranche, le territoire, est un magnifique endroit d'infusion, de nouvelles pratiques, d'innovation, et que certaines entreprises vont développer le double de la direction marketing, le double de la direction de l'innovation, le double de je ne sais pas quoi, et vont eh bien, être plus résilientes, plus attirantes, quand celles qui se disent bon non, business as usual, tant que ça peut marcher comme ça, continuons comme ça. Je vous propose qu'on passe aux Exactement. questions-réponses. Je pense que ceux qui ont posé des questions dans le chat pourraient peut-être les poser à haute voix. Euh, Oui, Alban, notamment, je trouve que Alban, elle a une belle question. Elle a euh, posé une Il y belle a, il y a- il y a question. beaucoup de bonnes questions, hein. Bon, voilà. Celle d'Alban est Mhm. peut-être très bonne. Je l'ai pas vue. Voilà. Euh, Non, non, mais je lui tends le micro. C'est une manière de tendre le micro. Merci, voilà. merci beaucoup. Oui, en fait, je me posais la question du poids des individus dans les décisions. Donc, en disant, bon, on a ce tour de table-là, est-ce que chaque individu a le même poids, doit être entendu de la même manière, en sachant que bah, on a cette question de l'illusion de l'universalité, où chaque individu ne subit pas les mêmes conséquences de la crise climatique. Donc, il y a voilà, des risques qui peuvent être subis plus fortement par certains individus. Donc, est-ce que ceux-ci devraient avoir être davantage écoutés ou avoir un poids plus fort dans la solution hybride? Alors, j'ai deux réponses à ça et je vais mettre de côté la première qui concerne les entreprises dans lesquelles il y a la subsidiarité et dans lequel le chef est celui et le décideur est celui qui a la délégation de pouvoir qui lui donne autorité de décider. Et moi, ce que je vois aux organisations, c'est celui qui décide, c'est celui qui est responsable. Et le décideur décide seul s'il est seul responsable, mais éclairé par l'intelligence collective. Ça, c'est la dimension organisationnelle. Voilà. Mais dans la dimension citoyenne, ville, etc., bon, j'ai écrit un autre livre, d'ailleurs j'en ai fait un résumé qui s'appelle L'excellence démocratique, où je propose 8 innovations démocratiques, parce qu'à la base, initialement, je suis un juriste de formation et passionné de droit constitutionnel. Donc, pour moi, quand je parlais de co-construction dans une ville, eh ben après, il y a la démocratie. Sinon, c'est la dictature.
Et donc, il est évidemment hors de question que des gens, admettons que Eric, Michel et moi, on soit des échos furieux en disant terminer l'avion, la voiture, terminer, terminer, terminer. Ouais, mais on n'est pas des dictateurs. Donc, pour moi, il doit y avoir des référendums d'initiative, alors soit lancés par le maire ou par les élus, soit d'initiative populaire. Et il n'y a rien dans la transition écologique d'une ville franche qui doit se faire sans un vote démocratique. Après, il y a une minorité et une majorité. Et si la minorité n'est pas contente parce qu'il n'y a plus de viande, le centre-ville est piétonnier, ben, il peut aller dans la ville à côté, là où il bouffe de la viande, et puis il y a des gros 4x4. Tout Alors, comme ceux qui ne sont pas contents de vivre en France peuvent aller vivre en Russie ou en Corée du Nord. à propos de démocratie et de dictature, Christophe a posé une question. Christophe, est-ce que tu veux la poser en Oui, live? alors attends, juste une seconde avant la question de Christophe, parce que Alban a soulevé comme quelque chose de fondamental. Euh, et je vais être très rapide, mais Alban, tu as raison quand tu dis égalité. Quand on est dans des sujets complexes, euh, si toutes les solutions amenées par toutes les parties prenantes ne sont pas à égalité et qu'on commence à hiérarchiser, bon alors ça, comme c'est l'idée du maire, ou comme ça c'est l'idée du gros industriel, ou comme ça c'est l'idée de je ne sais pas quoi, on commence à hiérarchiser, alors là on est foutu. Voilà. Donc quand on veut hybrider des solutions, il faut poser comme règle du jeu qu'il n'y a pas de toi, tu es plus ancien, toi, tu as plus de diplômes, ou toi, tu as plus d'argent, ou toi, tu es plus fort, ou il y a plus d'habitants, machin. Non, toutes les solutions sont à égalité. Et justement, les méthodologies d'excellence décisionnelle et d'intelligence collective s'assurent que toutes les solutions sont réellement à égalité pour que l'hybridation ne se fasse pas que sur ceux qui parlent le plus fort ou qui ont le plus de pouvoir par rapport aux autres autour de la table. Christophe. Oui, merci Olivier. Les propos sont à la fois très 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 éclairants et très régénérants. Euh, alors moi j'avais effectivement même deux questions. Une autour voilà, de cette dimension locale des solutions. Une première question autour cette capacité la capacité de cette approche à se décliner dans des pays qui ont des pouvoirs extrêmement centralisés et autoritaires. Est-ce qu'on dit, bah non, malheureusement, là, c'est un concept d'initiative locale qui ne peut fonctionner que dans des pays démocratiques, et malheureusement, ça écarte 80% de la planète, et peut-être 90% des émissions, d'une part. Et ma deuxième question, c'est si on allait au bout de cette logique d'initiative locale, de pouvoir local, de ville franche, communauté franche, etc. Est-ce qu'il n'y a pas même un risque là d'une fragmentation politique extrêmement forte? Je pense aux mouvements séparatistes en Catalogne, Corse, etc., etc. Voilà mes deux questions, mais encore bravo pour ton intervention. Merci, Christophe. Malheureusement, j'en suis attristé, hein, mais 70% de la population mondiale vit dans une autocratie. Voilà. Et il est évident que déjà, quand tu vois que le pays est une dictature avec des oligarchies, des théocraties, des États mafieux, etc., Trump qui nous disait, votez le 5 novembre, vous n'aurez plus à voter après. OK, merci. Oui, malheureusement, non. Et c'est pour ça que je parle de monde parallèle. C'est que on peut pas, si on attend on a le monde parallèle des autocraties avec qui est le sanctuaire de l'égocentrisme. Ces gens-là pillent leur pays, sont fortunés, ils ont de l'argent partout en Suisse, machin. Ils se foutent complètement de la transition écologique, du climat. Ils s'en foutent complètement. Leur objectif, c'est le pouvoir, continuer à s'en foutre plein les poches et
Alors peut-être la Chine, on voit qu'ils sont en train peut-être un peu de faire des choses parce qu'ils sont quand même, ils ont eu Tiananmen, etc. Mais peut-être c'est peut-être la seule autocratie qui pourrait éventuellement faire quelques petits trucs pour le climat. Mais la Corée du Nord, l'Azerbaïdjan ou je ne sais pas quoi, ou le Mali, là, actuellement, je doute fortement qu'il se passe quoi que ce soit. Donc évidemment que la Villefranche, c'est la démocratie. Bon. Et évidemment, donc il nous reste 30%, hein, désolé, on a perdu 70. Dans les 30% qui restent, il est évident que les États ultra centralisés, je ne nommerai pas la France, mince, je viens de le faire, dans des États ultra centralisés où on voit tous les TGV qui convergent sur Paris, cette idée-là, voilà, elle va être dure à faire passer. Là, Bon, maintenant, on va au Québec, on va en Suisse, on va en Allemagne, on va en Espagne, qui a d'ailleurs, les Fab City sont partis de Barcelone. On parle peut-être aussi du Royaume-Uni, où là, il y a quand même, voilà, donc je doute fortement, hein, pour tout vous dire, que la France soit la première à lancer ça, mais elle pourrait être suiveuse précoce. Voilà. Pour être suiveuse précoce, voyons que la Belgique ou peut-être la Belgique aussi, ou voilà. Donc je ne crois pas beaucoup que la France sera early adopter là-dessus, mais j'espère. Alors Tiana, tiens, je crois, non, Tiana, toi tu es dans le sud, je confonds avec une autre qui est dans Inès qui est en Belgique. Voilà. Donc oui, c'est clair que la France va pas être leader des Villefranches, mais elle pourrait être suiveuse précoce, à moins d'un miracle ou je ne sais pas par quel miracle, mais vraiment un miracle comme tu gagnes les 6 chiffres au loto. Voilà. Le risque de fragmentation et de séparatisme, euh, euh, alors non, parce que on est dans la logique de la fédération. Donc si le canton c'est quoi le canton déjà en Suisse? Hein. Là, j'arrête pas de me souvenir. Bon, bref, Bâle. euh, Bâle, toujours Bâle. Bâle, voilà. Il y a autant de risques que le canton de Bâle devienne un pays autonome qu'une ville franche devienne autonome. Voilà. Et par ailleurs, dans le livre, je suggère que cette autonomie soit limitée à 25 ans. Et par ailleurs, je suggère que cette autonomie soit thématique, c'est-à-dire qu'elle ne concerne que l'écologie, et que donc, quand une ville franche prend une décision, elle doit démontrer que cette décision crée un impact positif, désirable, viable et durable pour la planète. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux prendre que des décisions qui consistent à décarboner, à reboiser, etc. Tu peux venir toucher à l'urbanisme, à l'économique, au social, tu peux toucher tous les secteurs, mais tu dois démontrer que, voilà, et ça ne touche pas évidemment le régalien. Là, tu mets de côté déjà tout le régalien, il te reste le non régalien, et dans le non régalien, ce qui fait beaucoup de choses, tu ne peux, tu dois démontrer à l'État qui t'a donné cette autonomie que ta décision a un impact direct ou indirect sur le donut, la transition écologique. Alors, il y a Voilà. une question de Guillaume. Oui, peut-être la dernière question, parce qu'il est 19h51, donc peut-être la dernière question avant de conclure. Alors, Guillaume parle de l'éolienne du village. En Allemagne, l'éolienne du village participe à l'électricité du village et en France, est-ce local? Alors, je ne sais pas si Guillaume, tu veux préciser ta question. Ah ben, cette fois, je vais réactiver mon micro. Pardon. Oui, en fait, non, en fait, j'en avais parlé un peu avec Olivier déjà à un moment donné, mais je pense que si on réfléchit au local, tout le sujet de l'énergie peut être abordé localement, quoi. Et c'est vraiment au cœur du sujet climatique. Et donc, il me semblait que, mais c'est à vérifier que en Allemagne, quand ils installent une éolienne dans un champ à côté du village, ben, ils savent exactement où va l'électricité. Et ce qui n'est sans doute pas le cas en France. Hein. C'est versé dans le réseau national et puis basta. Et donc, bon, le concernement collectif sur un territoire, il est quand même important.
sur ce sujet de l'énergie, en fait. Voilà, c'est ça ma remarque. Mais il faudrait peut-être approfondir les recherches là-dessus. Euh, Est-ce qu'il y a une question d'André, alors on va peut-être quand même lui permettre. Oui, André, si on ne prend pas sa question, là, moi, je suis pas content, hein. Oui, oui. C'est alors je gentil, crois que c'est c'était à gentil. propos de la Suisse, Oui, André. oui, entre autres, c'était la conclusion, tu as raison. D'abord, je veux remercier mon mentor en intelligence collective. Hein. Sincèrement, j'ai lu après Servan-Schreiber, etc. Et tu m'as ouvert l'esprit là-dessus. Merci beaucoup. Olivier. Deuxièmement, tu es un citoyen du monde vraiment formidable. Il y en a un autre qui s'appelle Jacques Attali, que j'ai beaucoup lu aussi, et qui se bat, et j'aimerais bien avoir ta position là-dessus pour qu'il y ait, et là, ça se rapproche aussi de notre ami Eric, hein, l'idée d'un gouvernement mondial et ce qui me choque quasiment au niveau intellectuel, et parce que j'ai pas encore toutes les subtilités là-dessus, eh bien, ce qui me choque, c'est qu'il dit gouvernement mondial, mais gouverné comme la Suisse, c'est-à-dire avec des référendums, comme tu l'as évoqué. Je sais que tu as fait pas mal de choses en Suisse et voilà, tu avais connu le système, ce qui n'est pas mon cas de l'intérieur. Donc, mondiale parce qu'on n'a qu'une seule planète hein, qu'on partage tous, et d'autre part locale, comme tu te bats maintenant et j'admire ce combat et je veux le soutenir. Voilà. Donc, comment est-ce que tu connais un peu ce que dit Jacques Attali et gouvernement mondial? Est-ce que c'est plausible? Tiens, une toute petite question avant que tu ne prennes la parole. Est-ce que quelqu'un sait qui a inventé le concept du G7, hein, le groupement des 7 plus grandes puissances du monde? Est-ce que quelqu'un s'en souvient dans l'assistance? Hein, Olivier, tu te souviens ou pas? C'est Valéry Giscard d'Estaing, un Français, justement. Ok, voilà, donc Ouais. voilà. Alors, écoute, moi, franchement, depuis que je m'intéresse à la gouvernance, je rêve tellement d'une gouvernance mondiale. Ces frontières sont des choses fictives, c'est des fictions, hein. Euh, J'arrive jamais à Harari Yuval, là, à chaque fois j'écorche son nom. Oui, Yuval Mais en Harari, gros, exact. voilà, Ouais. Yuval Harari, Yuval, c'est euh, son prénom et Harari, son nom. Ouais. voilà, je mélange tout, je fais un peu de la dyslexie sur son nom. Mais en gros, il dit si tu tapes quelque chose et que ça lui fait mal, ça n'existe pas. Donc si tu prends un billet de banque et tu lui tapes dessus, ça lui fait mal parce que le billet de banque n'existe pas. La monnaie n'existe pas, c'est une fiction. Les frontières sont des fictions. Les États sont des fictions. Voilà, mais c'est le fait générateur de guerre, de tout un tas de conflictualités. Moi, je suis à fond pour la gouvernance mondiale. Moi, je me sens terrien. Je me sens pas français, canadien, ou je me sens terrien. Voilà. Alors, je crois, et là, je vais faire de la boule de marre du café, boule de cristal all-in-one, hein. Attention, vous êtes prêts? Donc, la Première Guerre mondiale nous a pondu la SDN, parce qu'on s'est dit plus jamais ça. Mais ça a quand même généré la SDN, la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ça nous a pondu l'ONU. Et là, on est dans une troisième guerre mondiale, d'ailleurs au passage, une troisième guerre mondiale militaire et climatique, dans lequel l'ONU est une catastrophe, hein. On va serrer la main de Poutine qui a déporté des centaines de milliers d'enfants euh, au BRICS, et on n'est pas du tout dans la bonne direction. Donc je pense que l'ONU est en train d'échouer fondamentalement à maintenir la paix et à gérer les enjeux climatiques. Voilà. Et je pense que parce qu'il faudra quand même qu'il y ait une petite catastrophe à un moment donné, donc j'espère que ce qu'on s'est dit ce soir va limiter la casse, mais je pense qu'on va vivre un petit peu comme les millions de morts après la Première Guerre mondiale, les millions de morts à la Shoah et compagnie après la Deuxième Guerre mondiale, et on aura des millions de morts comme ça, et on va se dire plus jamais ça, mais comment faire pour ne plus avoir jamais ça? Voilà. Et je pense qu'à ce moment-là, je prie pour ça. Bon, je suis peut-être à 50-50, mais je pense que le traumatisme, là, parce que ça va pas être des millions, là, parce que l'eau, la famine, pénurie d'eau, inondation, sécheresse, incendie, quand on va tout ce qui va nous tomber dessus,
ça va être des milliards voilà. Là, mon espoir, c'est que de ce mal naisse un bien et qu'on puisse mettre en place à ce moment-là, comme on l'a fait avec la SDN et l'ONU, une gouvernance mondiale. Disant, regardez, on a non seulement été dans l'inaction climatique à cause des COP de l'ONU, de l'Union européenne avec sa voiture électrique, et puis voyez ce qui s'est passé, on s'est fait des guerres pour l'eau, on s'est envahi pour le maïs, on s'est envahi pour avoir de l'eau, pour les ressources, on s'est autodétruit. Comment faire pour que ça n'arrive plus jamais? Comme le disaient les combattants, les poilus à la fin de la Première Guerre mondiale. Et je pense que c'est le momentum où on pourra arriver à avoir une conscience collective pour éviter d'avoir d'autres problèmes climatiques, de biodiversité, etc. Parce que j'espère que l'humanité sera encore là dans 200 000 ans et il pourrait y avoir d'autres catastrophes climatiques plus tard. Désolé, là, c'est pas très glamour, là. Mais André, c'est un peu de ta Merci. faute, hein. En guise de conclusion, J'assume. Olivier, Est-ce que c'est le mot de la fin, Michel? Enfin, je te... non, peut-être un dernier mot de la fin pour que ça soit un peu plus positif. Peut-être Voilà. on te laisse le dernier mot, Olivier. Merci. Alors, bon, vous voyez, moi, j'ai écrit ce livre vraiment pour donner de l'inspiration. Je ne, on est dans un sujet ultra complexe. Tout le monde sait quelque chose, je sais quelque chose, personne ne sait avec certitude, je ne sais pas avec certitude. Voilà. Donc, je me suis dit, Olivier, tu ne peux pas, tu fulmines devant ta télé, tu en parles avec Michel, tu en parles avec François Lavallée, tu en parles avec Guillaume Peter, quand il n'est pas au fin fond de la Pampa au Maroc. Si tout le monde n'a pas compris que tu étais au Maroc, Guillaume, là, j'ai raté mon coup. Euh, mais fondamentalement, si vous avez l'occasion de lire le livre ou par rapport à tout ce qu'on s'est dit là depuis le début, dites pas, enfin en tout cas, moi, le pire du pire, c'est de se dire, ouais, encore, voilà, le mec, il sait, il faut, machin, etc. Pas du tout. Moi, je veux juste lancer des choses, que ça inspire. On dit, ça, je suis d'accord, ça, je suis pas d'accord, mais je ne pense pas que la dictature écologique soit une voie d'avenir. Si ce n'est pas la dictature écologique, qu'est-ce que c'est? Je vous ai donné ma vision de ce que c'était. La transition sera locale ou ne sera pas. Elle se fera par co-construction pour être désirable. Et si elle n'est pas désirable, si elle est juste sobre, souhaitable, ça ne se fera pas non plus. Donc ça, c'est mes convictions. Et la seule chose que je peux espérer en terminant cette rencontre, que ça soit une source d'inspiration et qu'éventuellement vous reveniez vers moi en me disant, bah, t'as dit ça, je suis pas d'accord, mais ça m'a donné telle idée. Merci, merci beaucoup, Olivier. Merci, Michel. Merci à tous les participants. On vous préviendra quand il y aura le replay qui sera en ligne. Et juste pour dire un mot d'actualité, je vous ai mis dans le chat notre prochain événement. Il se trouve que c'est mardi prochain, en fait, hein, c'est très bientôt, c'est le 5 novembre, et c'est une Agora du futur un petit peu spéciale dans la mesure où elle sera en présentiel. On reçoit ce que les Américains appellent un futuriste, hein, c'est-à-dire un prospectiviste, qui va nous parler du thème Disrupt with Impact. Donc ça promet d'être assez passionnant. Vous avez le lien d'inscription. C'est un événement qui se déroule à Paris, enfin, juste en bordure de Paris, à Levallois. Donc voilà, si vous êtes les bienvenus pour y participer. Et merci à tous. Et merci à la Fabrique du Futur d'avoir organisé ça, à Eric, Michel. Qui va Merci changer de infiniment, nom Olivier. pour s'appeler la Fabrique du futur désirable. Exactement, c'est parti. Bon, très bien. Très Bonne bonne soirée soirée, à tous. bon après-midi, François. Merci à tous.